propose de commencer, Arnaud. Donc Avec grand plaisir. On a une question d'Emmanuel, qui est membre de notre communauté d'investisseurs Bonego et qui a posé un sujet qui me semble très intéressant d'aborder avec vous et qui est un sujet notamment, qui est aussi un sujet d'actualité, notamment autour de l'augmentation des taux de la BCE récents qui datent du 11 juin et qui vont rentrer en application, qui sont rentrés en application depuis le 17 juin. Déjà d'un point de vue général, vous qui avez été ministre des Finances à l'époque, j'imagine que c'était des sujets que vous suiviez de près. Et quels sont les niveaux d'échange que vous pouvez avoir avec la BCE quand vous êtes à la tête du ministère? Il y a une discussion qui est informelle, qui est même institutionnelle, institution à institution, à travers la Banque de France d'ailleurs, mais aussi directement avec la Banque centrale européenne, sur les orientations de politique de taux d'intérêt, même si là sont très sourcilleuses pour l'indépendance. La Banque centrale européenne a un mandat, il faut le savoir, exclusif sur le contrôle de l'inflation. Contrairement à la Fed, Federal Reserve Bank a un double mandat, c'est croissance et inflation. Donc, elle est obligée de mitiger l'un par l'autre et de faire attention aux décisions qu'elle prend au regard de l'inflation. Ce n'est pas le cas de la Banque centrale européenne. C'est un peu le défaut de construction des origines de l'euro dont nous sommes victimes, qui était imposée par l'Allemagne à l'époque du chancelier Kohl, quand Mitterrand a négocié finalement l'entrée du franc dans l'euro. La condition posée par l'Allemagne et Deutsche Mark, c'était qu'on transpose les règles de la BUBA, c'est-à-dire la banque centrale d'Allemagne. Et donc les règles, c'est exclusivement l'inflation, que l'hitlérisme dans l'imaginaire collectif allemand est né de la surinflation, ce qui n'est pas le cas. Il est né de l'effondrement de l'économie, à la fois de la croissance, du chômage et de l'inflation. Et donc nous avons été dans cette situation et nous sommes toujours. Donc aujourd'hui, elle voit de l'inflation, la Banque centrale, donc elle augmente ses taux. La première question à se poser, est-ce que c'est une inflation qui a des origines intérieures, c'est-à-dire liées à la surchauffe de l'économie, l'activité, qui justifierait une augmentation des taux? La réponse est non, puisqu'il s'agit d'inflation importée liée à un choc externe. Donc le taux d'intérêt c'est un peu le remède de cheval. En gros, c'est-à-dire on tape sur la tête de l'économie pour qu'elle souffre, pour qu'elle ralentisse et qu'elle cesse en quelque sorte de transmettre dans les mécanismes de transmission, la boucle salaire, prix-salaire, cesse de transmettre l'inflation importée. Mais il faudra bien qu'il y ait des perdants dans l'économie. Les perdants, on les connaît, sauf les acteurs les plus faibles sur le plan économique, c'est les salariés. Bon. Donc, dans tous les cas, ça se paiera cher. Alors, il y a un exemple de décision qui a déjà été prise par la Banque centrale européenne, c'est en 22, après le choc externe de l'Ukraine, où elle a augmenté ses taux, puis elle s'est aperçue que ça n'a aucun effet, donc elle a reculé. Et elle est redescendue. Et c'est ce qui va se passer dans cette affaire. C'est-à-dire que là encore, l'augmentation des taux n'a aucun sens, si ce n'est de contribuer à aggraver la situation, pas de l'améliorer. Donc sur l'inflation, ça ne bougera pas. Mais sur l'activité, elle va contribuer à restreindre l'activité. Donc c'est exactement la mauvaise décision de Banque centrale européenne, qui consiste à alimenter la stagflation plutôt que sortir l'économie de l'inflation et de l'affaissement de l'activité. Oui, on voit, c'est exactement ce que vous dites. L'inflation est à 2,4 sur 12 mois, mais majoritairement importée sur le coût de l'énergie. Et si on retraite avec le coût de l'énergie, on est à 1,5%. Et vous soulignez justement la transmission potentielle de l'inflation au travers des salaires, elle paraît aujourd'hui assez peu probable parce que l'ensemble des entreprises sont plutôt dans l'attentisme, que ce soit les acteurs économiques individuels ou les entreprises. Peu de gens investissent aujourd'hui. Tout le monde fait attention à sa trésorerie. Et aujourd'hui, personne est sur une thèse d'inflation des salaires. Le chômage a encore augmenté de 0,7%.
donc plus de 200 000 chômeurs en plus en 12 mois. Et on voit bien que la période n'est pas à l'augmentation des salaires et pas à l'embauche en effectuant des, des embauches à la hausse. On n'est pas du tout dans ce cycle-là. Si on prend les loyers aussi de la même façon, avec l'encadrement des loyers d'une part, et d'autre part avec l'immobilisme ambiant, on voit bien que les loyers non plus n'augmentent pas. L'inflation, finalement, elle paraît effectivement très faible aujourd'hui. Et cette décision risque de faire beaucoup de mal à l'économie, du coup. Quels sont les retours du terrain que vous avez, vous, par rapport à tout ça? Ben, on a sur le terrain des tensions de trésorerie permanentes, parce que les banques qui sont déjà pas très présentes, ils sont encore moins en période difficile. Donc là, on a un problème de dette bancaire, de BFR, de tension de trésorerie dans les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises rentables qui tombent pour des raisons de trésorerie. Donc, on est dans une situation où on fabrique de la faillite artificiellement par des décisions politiques mal ajustées. Voilà. Donc, les banques, évidemment, sont en train de resserrer le crédit, puisque quand votre grossiste, qui s'appelle la Banque centrale, auprès de qui vous vous refinancez, augmente les prix, ben vous êtes détaillant, ben vous augmentez les prix sur votre client. Donc, vous avez évidemment une augmentation de l'appréciation du risque et une augmentation du prix de l'argent. Donc, les deux conjugués font des défaillances en augmentation. On est déjà en record. Alors, évidemment, le gouvernement ne s'est jamais inquiété du record de faillite en France parce qu'ils ont théorisé ce qu'on appelle la destruction des entreprises zombies, puisque de nombreuses entreprises ont bénéficié pendant le Covid de subventions indues. C'était l'effet d'aubaine. Et donc, ces entreprises-là ont continué à vivre sur le dos des prêts garantis d'État pendant plusieurs années et elles sont en train de disparaître. Donc, on dit que c'est un ajustement naturel. Je ne suis pas sûr que cette analyse soit juste. Il y a beaucoup d'entreprises qui avaient besoin de crédit et qui en ont encore besoin. Et elles sont parfaitement saines et rentables, mais elles vont tomber parce qu'on a pris des décisions absurdes, notamment les PGE, qui est un endettement excessif qui pèse sur une période d'activité trop étroite, contrairement aux États-Unis d'Amérique, où les PGE, c'est-à-dire les prêts garantis d'État, ont été accordés sur 30 ans. C'est quasiment des fonds propres, hein. C'est des prêts participatifs de très long terme. Ouais, tout à fait, ça c'est vraiment un point différenciant très important. On a d'ailleurs un chiffre de la CPME de mai 2026, donc très récente, qui a fait une enquête auprès de 2350 dirigeants de TPE-PME et qui montre qu'une dégradation nette de la trésorerie de l'ensemble de cette population d'entreprises. Et donc 45% des dirigeants constatent une vraie détérioration de leur trésorerie et une inquiétude importante face à cette tension, avec un accès au crédit qui est de plus en plus difficile et avec un coût du crédit qui a été multiplié par 3 voire par 4 depuis sur les 5 dernières années. Exactement. Donc, on est aujourd'hui dans une situation où les choix politiques qui sont faits ne sont pas excellents. Et il est possible que des décisions politiques puissent aggraver la situation conjoncturelle des entreprises. Quels sont les leviers, du coup, vous qui étiez au ministère, dans ce cas précis où finalement la BCE semble faire un mauvais choix par rapport à la situation économique, en tout cas de la France? Quels sont, vous, les leviers que peut avoir un ministère ou l'outil législatif pour contrecarrer ce genre de décision? Alors, déjà, moi, je pense qu'il faudrait faire la révision de Bâle 3, et notamment ce qu'on appelle le RWA, c'est-à-dire le poids relatif du risque en termes d'obligations prudentielles sur les octrois de crédit aux PME. Quand vous êtes en crédit crunch, vous êtes obligé de faire du fine-tuning sur les déterminants du crédit auprès de la Banque de France. Alors d'accord, tout ça est dans des réglementations européennes, mais franchement, d'une certaine manière, on a le devoir d'abord défendre l'économie avant de respecter les règlements. Ce n'est pas notre but. Nous, on n'est pas un pays, on ne devrait pas être un pays d'inspecteurs, de contrôleurs, passant leur temps à appliquer les réglementations. Nous, on devrait être un pays de créateurs, d'ingénieurs qui s'intéressent d'abord à ce qui est l'économie créée et la richesse créée, la valeur.
Donc ça, c'est un état d'esprit que nous n'avons pas chez nos dirigeants, mais qui est nécessaire. La deuxième, je crois, chose, c'est par exemple desserrer les objectifs de remboursement des PGE. Il y a encore 30 milliards, je crois, qui se baladent dans le bilan des entreprises, ne sont pas remboursés. Je pense que ces dernières dizaines de milliards sur les 125 milliards, si ma mémoire est bonne, qui étaient octroyés par le gouvernement à travers les banques, devraient faire l'objet d'un moratoire de remboursement sur les années à venir. Ça, c'est des décisions politiques. Évidemment, il faut aller négocier à Bruxelles, bien sûr. Bruxelles ne veut jamais. Et alors? Et alors? C'est le boulot du ministre de l'économie. Y a-t-il un ministre de l'économie? Voilà. Et concrètement, ça prendrait combien de temps si par hasard il y avait la volonté politique de renégocier la durée de ces PGE avec l'outil législatif, concrètement, ça prendrait combien de temps pour que ce soit effectif? Ça, c'est quelques mois. Hein. En 3 mois, on peut régler ce problème. Hein. D'accord, donc ça peut être très rapide. Oui, mais c'est une question politique. C'est pas du tout. Il n'y a pas de problème technique dans la vie publique. Il n'y a que des problèmes politiques. C'est le désir de vouloir surmonter les obstacles. Vous savez, c'est comme le steeplechase, les F. Il faut un peu de souffle pour les sauter les unes après les autres, sur la longueur et dans la durée. Steeplechase. Comme je ne sais plus qui disait ça, la politique c'est un sport de combat, l'économie aussi, c'est un sport de combat. La durée, l'endurance et la force de frappe. Merci pour cette illustration. Je profite du coup parce qu'on est vraiment dans cette thématique-là aujourd'hui, comme on l'a dit, avec ces sociétés qui ont un business model solide, qui sont souvent en phase de pivot stratégique aujourd'hui, parce que ce sont des entreprises où l'environnement a énormément changé. Je pense à tous ces sous-traitants dans l'automobile, par exemple, qui sont touchés par l'augmentation des matières premières ou de l'IA, etc. Tout le monde est en train de pivoter, tout le monde est obligé de s'adapter de façon extrêmement rapidement. On sait aujourd'hui qu'un pivot stratégique pour une entreprise, en fonction de sa taille, ça va prendre entre 2 et 3 ans en fonction de son agilité. On sait aussi que ce type de pivot se finance souvent sur fonds propres et que ça nécessite et que ça induit potentiellement dans la période une baisse de chiffre d'affaires et du coup des bilans qui peuvent se retrouver dégradés sur 1, 2, 3 exercices. Ces sociétés qui ont des bilans dégradés, malheureusement, elles n'ont plus accès souvent au crédit bancaire, mais du coup, elles ont quand même besoin d'accompagnement sur leur trésorerie pour finaliser leur pivot et concrétiser leur pivot. C'est aujourd'hui le rôle de Monego Impact d'accompagner ces entreprises en phase de pivot avec l'objectif très clair et mesurable de participer à la sauvegarde des emplois sur les territoires et aussi des savoir-faire. C'est dans ce cadre-là que vous avez accepté de prendre la présidence du conseil de surveillance de Monego et on vous en remercie encore vivement aujourd'hui avec tout ce que vous faites pour nous dans les coulisses. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot et partager avec aujourd'hui notre auditoire ce qui vous a plu, ce qui vous engage aujourd'hui auprès de nous et est-ce que cette période du coup est d'autant plus déterminante? Merci à Monego de faire ce qu'elle fait. C'est une mission estimable que de financer des entreprises qui n'accèdent plus au crédit bancaire pour de mauvaises raisons. La mauvaise raison, c'est que les banques ne veulent plus partager le risque, alors que dans n'importe quelle économie, le rôle d'une banque est de prendre une partie. Ce n'est plus le cas dans notre économie, pour des raisons qui sont liées à la prise de pouvoir des banques sur le gouvernement, l'État et l'économie. Donc, ce pouvoir-là est un problème et il faudra un jour veiller à le diminuer. Non pas le faire disparaître, mais le diminuer. Donc là, Monego apporte des solutions, concilie les contraires. C'est à la fois une solution où on prend en charge le risque et en même temps on dérisque pour l'investisseur. Grâce à la fiducie sûreté, qui est le coup de génie de ce montage, qui permet par des garanties prises sur l'immobilier, bien analysées par une équipe expérimentée, qui est le cas de Monego, et qui est capable de
de défendre l'intérêt de l'investisseur et en même temps de protéger l'entreprise. Donc, c'est la conciliation des contraires, c'est le plus bel art en économie, comme en politique d'ailleurs. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai trouvé cette équipe extraordinaire et menée par vous, cher Yann, ainsi que l'ensemble de ceux qui vous accompagnent, rendant d'immenses services, contribuer d'ailleurs à industrialiser ce processus qui restait encore trop petit, trop artisanal, trop. Il faudrait faire ça sur des milliards pour résoudre les problèmes. Donc, objectif, ambition. Voilà, avec vous. Merci beaucoup. Merci pour ces mots. Effectivement, on a évalué un marché potentiel malheureusement immense qui aujourd'hui continue de grandir compte tenu du contexte économique. Et on est effectivement sur un marché entre 10 et 11 milliards annuels de sociétés qui trébuchent à un moment donné et qui ont pourtant des actifs immobiliers mobilisables et qui pourraient avoir accès à nos solutions. Maintenant, on a besoin de beaucoup plus d'investisseurs pour venir financer cette partie de l'économie qui est vraiment notre mission aujourd'hui. Et grâce à vous, on a accès effectivement à des investisseurs institutionnels qu'on ne pouvait pas adresser avant, avec cette vocation d'atteindre et de déployer 100 millions par an à partir de 2028. Donc c'est toujours un objectif qu'on garde en ligne de mire et qui nous permettrait de sauver environ 10 000 emplois par an si on reste sur le même historique qu'on connaît actuellement sur les premiers dossiers qu'on a pu accompagner. Donc déjà 1400 emplois sauvés depuis le début de Monégo Impact. Merci en tout cas de nous accompagner sur ces sujets qui sont clés pour les territoires et aussi pour tous les investisseurs qui cherchent à donner du sens à leur épargne, à vraiment avoir un impact concret, mesurable et lisible d'un point de vue garanti avec la fiduciarité immobilière, comme vous l'avez souligné. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot? Est-ce que vous voulez nous partager les temps forts de l'émission que vous animez tous les vendredis soirs sur BFM à 19h? Est-ce qu'il y a, sur les dernières semaines, est-ce qu'il y a des intervenants, des chefs d'entreprise sur ce spectre Made in France? On a beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle qui est un outil industriel. L'intelligence artificielle, ce n'est pas un gadget, c'est convertir de l'électricité en intelligence. Est-ce que cette intelligence, on la maîtrise et on la distribue à nos entreprises pour qu'elles soient capables de relever le défi du XXIe siècle face aux empires qui en tiennent le contrôle? Donc, quand Anthropic fait l'objet d'une décision de restriction au titre du contrôle des exportations du gouvernement américain pour ne pas diffuser le modèle super intelligent d'Anthropic qui dépasse Claude, qui s'appelle Fable 5, pour en empêcher la détention par tous ceux qui n'ont pas un passeport américain, c'est une attaque contre notre indépendance. Et donc, ça justifie que maintenant, nous ayons nous-mêmes nos hyperscalers du cloud, parce que le cloud et l'intelligence artificielle et les data centers, c'est la même chose. C'est la même intégration verticale vers le même outil industriel. Et l'intelligence artificielle est un outil de performance industrielle. Si le rapport Draghi a fait apparaître que nous avions un écart de 30% de richesse en moins en Europe par rapport aux États-Unis, c'est précisément lié à l'existence des monopoles des GAFAM que nous avons laissé s'installer et qui pompent la valeur sur notre économie. Microsoft est en position de monopole sur le logiciel. Ils augmentent leurs tarifs de 40%. Ils nous pompent 40% de la valeur parce qu'on a laissé s'installer un monopole. Donc, il faut les mettre dehors. Il faut décoloniser l'économie software du monopole américain. Objectif, décolonisation. Pour ça, il faut qu'on ait effectivement... Voilà pourquoi on parle dans Made in Montebourg tous les vendredis soirs à 19h sur BFM TV. Excellent. Et merci. Moi, en parallèle, une question qui me vient par rapport à ça, je rebondis. Comment on traite le sujet
écologique qui est très franco-français ou nord-européen, on va dire. Comment traite le sujet écologique par rapport justement à toutes ces problématiques de data center qui sont extrêmement consommateurs d'électricité, comme vous l'avez dit, d'énergie. On, on voit bien qu'on a l'obligation d'entrer dans cette course, sinon on va se faire écraser d'un côté par la Chine et de l'autre côté par les États-Unis. Comment on fait pour concilier les deux finalement? Quelles sont les idées? D'abord, nous avons une électricité abondante et verte qui est liée à la base nucléaire installée. Donc, on n'a pas de sujet électrique. L'eau, vous avez remarqué qu'on en a, on sait le stocker, on sait la stocker. Les conflits d'usage n'existent pas à ce stade entre les usages industriels et la consommation d'eau. Donc, nous savons le faire. Aux États-Unis, il y a des manifestations qui protestent contre l'intelligence artificielle à travers les data centers. Il y a déjà un État qui a interdit les data centers, c'est le Maine, et ça se propage. Pourquoi? Alors ils disent, vous renchérissez la facture d'électricité, vous nous privez d'eau, et en plus, vous nous piquez nos emplois, vous faites disparaître nos emplois avec ça. Donc, la riposte de Musk, c'est d'envoyer des data centers en orbite basse terrestre pour avoir l'énergie gratuite et le refroidissement fabriqué. Vous voyez où nous en sommes, dans le délire humain. C'est fou. C'est fou. Merci en tout cas pour ces partages très intéressants et j'invite tout le monde à aller vous suivre tous les vendredis soirs sur Made in Montebourg, sur BFM. Et merci encore de vos partages d'expériences précieux pour nous. Merci et à bientôt.